Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le président camerounais Paul Biya a reçu en audience au Palais de l'Unité ce vendredi 14 juin le ministre ghanéen de la Sécurité nationale Albert Kandapa. Leurs échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun au plan bilatéral, sous-régional et continental. Le premier forum économique Togo-Union européenne s'achève ce vendredi à Lomé. Cette rencontre avait pour objectif de drainer les investissements européens vers le Togo, notamment dans le secteur de l'agrobusiness. Et puis le basketball africain a été fièrement représenté ce jeudi 13 juin lors de la finale NBA qui opposait l'équipe canadienne des Toronto Raptors aux Américains, les Golden State Warriors. Le premier sacre de l'histoire des Raptors qui avait au sein de leur effectif le Congolais Serge Ibaka et le Camerounais Pascal Siakam. Le président camerounais Paul Biya a reçu en audience ce vendredi le ministre ghanéen de la Sécurité nationale. Les deux hommes se sont entretenus sur le renforcement de la collaboration militaire entre leurs pays. Le président Biya a également assuré son hôte du soutien du Cameroun dans l'initiative du Ghana et de la Côte d'Ivoire en faveur d'une meilleure tarification du cacao sur les marchés internationaux. Les précisions de Viviane Baoken et Nathalie Mo. Le ministre ghanéen de la Sécurité nationale, Albert Kandapa, a été reçu en audience par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, ce 14 juin 2019. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération en matière de sécurité entre le Ghana et le Cameroun et sur l'ensemble du continent africain. Son Excellence a révélé le nécessaire besoin de collaboration entre les agences d'intelligence en matière de sécurité et aussi de garder à l'esprit qu'ensemble nous pouvons mieux protéger notre sous-région qu'en le faisant tout seul. Le président Paul Biya et son hôte Albert Kandapa ont aussi abordé la question relative à la suspension des exportations de cacao par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le 12 juin 2019, ces deux grands exportateurs ont suspendu leur production cacaoyère de la saison 2020-2021. Ils ambitionnent par cette décision de dompter les cours internationaux du cacao, une avancée prometteuse pour le Ghana. Le Ghana est content. La Côte d'Ivoire l'est également pour la démarche entreprise. Et je peux vous assurer que les effets seront bénéfiques pour tous les pays producteurs de cacao du continent. Nous le méritons. Les relations bilatérales entre le Cameroun et le Ghana remontent aussi loin que l'adhésion des deux pays à l'Alliance des pays producteurs de cacao fondée en mai 1962. Par ailleurs, le Ghana figure dans la liste des pays exempts de visa pour les ressortissants camerounais. Le Bénin s'enlise dans la crise post-électorale. De violents affrontements ont eu lieu ce vendredi 14 juin entre l'armée et des manifestants à Savé et à Tchaourou, ville d'origine de l'ancien président Boni Yayi. Face à cette situation, les anciens présidents nigérians et ghanéens, Olusegun Obasanjo et John Kufuor, ont lancé un appel à la CEDEAO et à l'Union africaine afin de trouver une issue à cette crise. Ils plaident notamment pour le déploiement d'une mission au Bénin, afin d'obtenir la mise en liberté de l'ancien président Boni Yayi et la sauvegarde de la démocratie. Sujet de la rédaction. Les anciens présidents Olusegun Obasanjo du Nigeria et John Kufuor du Ghana plaident pour une intervention urgente de la CEDEAO et de l'Union africaine au Bénin. À travers une déclaration conjointe sur la crise post-électorale au Bénin en date du jeudi 13 juin 2019, ils exigent la mise en liberté de l'ex-chef d'État Boni Yayi et la restauration de la démocratie au Bénin. L'ancien président Thomas Boni Yayi, dont la santé demeure très critique selon ses avocats, a été isolé de ses proches et assigné à résidence de fait depuis plus d'un mois suite aux violences post-électorales des 1er et 2 mai 2019 aux encablures de son domicile à Kadjehoun à Cotonou. M. Boni Yayi était attendu hier à l'hôpital américain de Paris pour des examens précis sur le niveau de dégradation de sa santé. Il n'a pas pu être reçu parce qu'on ne lui a pas permis, il n'a pas été autorisé par les autorités politiques du Bénin de partir en voyage. Malheureusement, c'est un constat. Le blocus militaire à la résidence de l'ancien chef d'État Boni Yayi est maintenu à Kadjehoun. Une action judiciaire dont le motif est voilé selon ses avocats a été engagée à son encontre. Par ailleurs, une campagne d'arrestation de manifestants suite aux violences post-électorales aurait généré un affrontement sanglant entre la population et l'armée à Tchaourou, ville d'origine de Boni Yayi, et à Savé. C'est la solidarité. C'est un acte salutaire que nous continuons toujours de les remercier parce que
c'est la bienvenue. A dit cette déclaration est la bienvenue dans la cité. Cette déclaration nous rassure davantage. Ça prouve que la crise politique au Bénin est très préoccupante et certainement, on est bien suivi. Les acteurs politiques de la sous-région ne veulent pas d'un chaos pour notre pays. Les organisations de la société civile locale restent muettes face à la crise post-électorale qui perdure. Toutefois, le clergé béninois a entamé une médiation pour le dégel de la crise politique. Il aurait déjà rencontré plusieurs acteurs politiques et institutionnels. Dans l'actualité également, le président comorien Azali Assoumani, réélu au mois de mars pour 5 ans, a dévoilé sa nouvelle équipe gouvernementale ce jeudi 13 juin. Malgré ses promesses d'ouverture à l'opposition, ce nouveau gouvernement constitué de 12 ministres et de 3 secrétaires d'État est largement composé de ses fidèles. Les très contestés Mohamed Daoudou et Mohamed Hussein Djamalilaye conservent leur portefeuille respectifs de ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. L'ONU a voté à l'unanimité lundi 10 juin une résolution autorisant la prolongation de l'embargo sur les armes en Libye pour une année supplémentaire. Depuis le début de l'offensive sur Tripoli du maréchal Khalifa Haftar, les Nations Unies déplorent la livraison d'armement dans le pays. Via cette mesure, l'organisation espère limiter la circulation des armes en Libye. Solène Duplessis. En Libye, depuis le début de l'offensive sur Tripoli du maréchal Khalifa Haftar, les Nations Unies déplorent la livraison d'armements dans le pays. Afin de limiter leur circulation, une nouvelle résolution a été votée par le Conseil de sécurité ce 10 juin pour prolonger d'1 an l'opération navale Sophia. Une opération européenne lancée en 2015, chargée de faire appliquer l'embargo sur les armes au large des côtes libyennes. Si les moyens maritimes de l'opération ont été suspendus temporairement, l'opération Sophia a recentré son action et demeure active par ses moyens aériens pour recueillir du renseignement et des informations nécessaires au maintien de l'embargo sur les armes. En effet, malgré l'embargo imposé par l'ONU en 2011, les armes continuent d'affluer vers les 2 camps rivaux par voie terrestre et maritime. Le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj a annoncé en mai dernier avoir reçu du matériel et des blindés de fabrication turque, un arrivage qui fait suite aux livraisons d'armes légères interdites à l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar. En Libye, il est très complexe, c'est-à-dire déjà même la complexité du point de vue du positionnement de la plupart des nations occidentales. Le maréchal Haftar, il convient de souligner qu'il ne représente pas le gouvernement officiel, c'est-à-dire de la Libye. C'est quelqu'un qui a un certain nombre d'entrées. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est soutenu notamment par certaines nations telles que l'Arabie Saoudite. Donc c'est une source d'approvisionnement pour lui. Selon l'émissaire de l'ONU en Libye, Hassan Salamé, l'afflux d'armes aggrave la crise dans le pays, une crise qui pourrait se transformer en un conflit de longue durée. Lancé le 4 avril dernier, l'offensive sur Tripoli a fait 653 morts et 3547 blessés. Les appels de la communauté internationale à une trêve et au dialogue ont été rejetés par les 2 camps rivaux. Lomé accueillait depuis ce jeudi 13 juin le forum économique Togo-Union européenne. Ce forum qui s'achève ce vendredi a consacré une partie à l'agriculture togolaise, secteur à fort potentiel économique. Au Togo, il occupe l'axe 2 du plan national de développement qui prévoit de faire de cette agriculture une agriculture de transformation. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Au Togo, l'agriculture emploie 60% de main-d'œuvre et contribue à près de 40% du produit intérieur brut du pays. Elle représente l'axe 2 du programme national de développement. Le sujet a fait l'objet d'une session plénière au cours de la première journée du forum économique Togo-Union européenne. Thème retenu pour cette session parallèle, agriculture et agribusiness. Il est important de réaliser qu'on a un fort potentiel, mais encore très faiblement exploité. Le plan national de développement du Togo 2018-2022 a compris que le secteur agricole, sa transformation, sa modernisation peut contribuer dans une large mesure à l'accélération de la croissance au Togo. 13 à 25% des produits vivriers du Togo sont issus de l'agriculture nationale. Moins de 1% des terres sont exploitées sur 220 000 hectares de terres irrigables. Le Forum Togo-Union européenne édition 2019 représente un atout majeur pour tous les acteurs de la chaîne agricole. L'un des défis, trouver des opérateurs économiques à même d'implanter des usines
de transformation. C'est des opportunités pour les investisseurs qui ont des marchés à l'international de pouvoir nouer des contacts avec des coopératives de producteurs qui sont organisées par le MIFA pour pouvoir assurer une stabilité de production et de commercialisation de ces produits au niveau des marchés européens et internationaux. Le forum prend fin avec d'autres panels et un face-à-face entre investisseurs étrangers et des partenaires potentiels locaux. Objectif, concrétiser de véritables partenariats d'affaires. L'actualité sportive pour terminer avec le sacre ce jeudi 13 juin des Toronto Raptors. L'équipe canadienne est devenue championne pour la première fois de son histoire du championnat nord-américain de basketball en battant les Golden State Warriors en finale NBA. Un sacre qui représente un véritable espoir et une victoire pour le basketball africain. Le président de l'équipe, Masai Ujiri, est originaire du Nigeria et deux joueurs majeurs du groupe viennent du continent, Serge Ibaka du Congo-Brazzaville et Pascal Siakam du Cameroun. Pascal Siakam qui a 25 ans devient le premier Africain à remporter ce titre. Écoutons sa réaction d'après-match. I'm here and I have this flag, and you know, kind of like representing Cameroon and Africa. J'ai ce drapeau. Je représente le Cameroun et l'Afrique. Enfant, je n'aurais jamais rêvé de ce moment. Je ne pensais pas pouvoir y arriver. Je ne pensais pas que c'était possible. Et je pense que beaucoup d'enfants ne pensent pas que c'est possible. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être ici et je peux leur dire « Regardez-moi ». J'étais ce petit garçon à Douala, au Cameroun. Et je ne pouvais même pas rêver de ce moment. Mais me voici, qui plus est, champion. Je veux juste leur dire que c'est possible. Et si vous croyez en quelque chose, foncez. Et travaillez pour atteindre votre but. Cela peut paraître cliché, mais c'est la vérité et j'en suis la preuve. If you believe in something, go out there and work hard for it. Might sound cliché, but it's the truth. I'm the proof. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.